Bonjour à tous. Je remercie Vincent et son équipe qui ont programmé cette journée qui me semble hautement intéressante et sur le thème de l'optimisation des apprentissages en plongée. C'est un thème qu'on a tous à cœur de développer. Et il se trouve que par le plus grand des hasards, il y a un peu plus d'un an, j'ai donc présenté dans le cadre de mon instructorat régional un sujet qui est de circonstance aujourd'hui, puisqu'il s'agit de l'approche pédagogique par la gestion des ressources cognitives, ou en d'autres termes, comment optimiser l'apprentissage chez l'élève plongeur par une meilleure prise en compte des ressources disponibles. Alors on verra un petit préambule, les ressources mises en jeu par le plongeur en formation, les effets du temps sur les acquis, parce que malheureusement, quand on apprend quelque chose, ça tend à s'étioler un petit peu dans le temps. Et en plongée, on a des qualifications qui sont acquises pour la vie. On verra quelques outils pour le moniteur afin d'optimiser la formation et de rendre les acquis plus résistants face au temps. Alors, en préambule, je dirais déjà que vous connaissez beaucoup de choses, vous avez beaucoup de connaissances et de méthodes pédagogiques pour enseigner la plongée, vous utilisez le manuel de formation technique. Donc l'idée là, c'est d'essayer d'élargir un petit peu le champ des observations et d'aborder des outils un petit peu moins communs. Alors vous en utilisez peut-être certains, mais vous allez voir que certains autres peuvent être appliqués à la plongée et que vous ne les utilisez peut-être pas encore. Une chose est certaine, c'est que les formations stéréotypées ne suffisent pas. Le MFT ne suffit pas. Donc on a aussi des effets liés à la personnalité du moniteur, à l'état d'esprit de l'élève, ses motivations, et à l'approche pédagogique et les méthodes du moniteur qui ont un impact fort sur la qualité de la formation. Et on va voir également que la persistance d'un acquis, elle est impactée par les effets du temps sur la mémoire. Alors c'est la palissade, évidemment, mais en plongée, ça a des effets qui peuvent être négatifs par rapport à la pratique de certaines techniques. Afin que les acquis de l'élève soient de meilleure qualité et plus résilients face au temps, il convient pour le moniteur de mieux connaître les rouages intellectuels et les mécanismes mis en jeu lors d'une séance de formation. Abordons le premier point, donc les ressources mises en jeu par l'élève en formation. Les ressources, donnons-en une définition, en fait ce sont les possibilités d'action de quelqu'un, ses moyens intellectuels, les moyens intellectuels dont il dispose. Ces ressources, elles sont finies, elles ont une quantité, une dimension finie, et donc on ne va pas pouvoir puiser indéfiniment sur les ressources. Et on va voir que les ressources, elles sont déjà, pour beaucoup, consommées par tout un tas de choses qui rendent les apprentissages difficiles. La première des choses, c'est l'élément eau. En effet, dans l'eau, le cerveau fonctionne différemment, les ressources cognitives sont consommées de manière différente par les sens, l'équilibre qui n'est plus le même, bien sûr, les forces qui agissent sur le corps, le côté affectif, mais l'affectif peut être négatif aussi, avec la crainte de se noyer, la profondeur avec ses effets, bien sûr, que ce soit la narcose, mais aussi la pression. Alors, il y a des effets bénéfiques, là, vous connaissez tous la sensation de bien-être, on oublie tous ces problèmes. C'est même parfois un atout thérapeutique. La plongée est utilisée pour soigner certaines formes de stress post-traumatique. Par contre, il y a un effet défavorable pour l'élève apprenant, c'est que son niveau de ressources disponibles diminue dès qu'il est immergé. Cette conséquence du milieu sur les performances de l'élève rend l'apprentissage plus difficile, plus énergivore et diminue la persistance des acquis. Les effets du stress également, donc le stress, il a un effet sur le niveau des ressources disponibles. Plus un élève va être stressé, moins il aura de ressources disponibles pour apprendre. Alors, voilà une courbe qui est très connue sur le stress, elle est relativement basique. Donc on voit ici une zone, l'apathie, l'ennui, la simulation, donc une zone dans laquelle on n'apprend pas grand-chose, on n'est pas très performant, et puis lorsque le stress devient suffisamment élevé, quand on a une quantité de stress, du bon stress, suffisamment élevé, on rentre dans une zone de performance dans laquelle on peut apprendre mieux, plus rapidement, on mémorise mieux, et on a également des aptitudes, une propension à établir des performances ou à réaliser des gestes qui sont meilleurs. Et puis après, quand on va un peu plus loin, lorsque le stress devient trop élevé, on arrive dans ce qu'on appelle la zone de breakpoint, où là on a des effets très négatifs qui se produisent, avec une perte très rapide, très subite
de performance. Qu'en est-il pour un élève en plongée? Eh bien, malheureusement, une grosse partie du stress est déjà générée par l'immersion, par le milieu subaquatique. Pour les raisons qu'on a vues tout à l'heure, le cerveau est déjà, une grande quantité des capacités cognitives du cerveau sont absorbées par l'élément eau. C'est une forme de stress. Et donc, on s'aperçoit qu'il ne reste plus qu'une petite partie de la zone de performance pour pouvoir travailler, une zone qu'on va appeler de stress utile et que va pouvoir utiliser l'élève pour acquérir de nouvelles connaissances ou pratiquer certains gestes dans l'eau. On voit également que, comme cette zone est très étroite, très rapidement, si on augmente le niveau de stress d'un élève, on va arriver dans la zone de breakpoint. Et là, malheureusement, il n'apprendra plus rien. On le verra tout à l'heure. Le niveau de stress n'est pas toujours observable. Il y a des gens qui disent facilement leur niveau de stress, mais ils ne sont pas capables de quantifier les ressources disponibles. Par contre, vous avez aussi des élèves qui ne montrent aucun signe de stress, mais qui n'ont quasiment plus de ressources disponibles, avec des capacités très réduites. Le moniteur devra donc optimiser son approche pédagogique afin de monopoliser un minimum de ressources chez l'élève en immersion. En fait, sur l'élément stress, vous devriez vous poser la question, comment apprendre des choses à l'élève pour que dans l'eau, il fasse appel à un minimum d'analyse, de capacité cognitive pour réaliser ce que vous lui apprenez. Alors des situations d'urgence, par exemple, en environnement hostile, lorsque sa propre vie ou celle d'un proche est en jeu, le niveau de ressources sollicitées atteint très vite la limite des ressources disponibles. Donc quelqu'un qui vit une situation de stress réel, une intervention sur un plongeur en difficulté réelle, il lui reste très peu de ressources disponibles. Lorsque le plongeur connaît la réaction adaptée, les comportements sont adaptés et permettent d'apporter une réponse satisfaisante et en sécurité. Par contre, s'il ne connaît pas la réaction, on est en présence d'effets dramatiques. Un stress très important, très élevé, niveau de ressources très élevé des ressources engagées, breakpoint dans quasiment tous les cas, avec des risques d'abandon de la situation, de panique, de tunnelisation sur un point seulement des choses ou de la gestion de l'événement. Certains individus, par contre, formés à la gestion de situations d'urgence en environnement de stress, mettent en place une stratégie de protection des ressources en réduisant leurs actions. Puis évidemment, les commandos de choc, les gens qui font certains métiers habitués à travailler sous stress, vont développer des aptitudes pour répondre à des situations d'urgence. Dans tous les cas, on comprend bien que lorsque le plongeur découvre une situation et il ne connaît pas la réaction à apporter, alors la sécurité de l'activité est fortement compromise. Parlons maintenant de la performance de l'élève. L'activité plongée se démarque d'autres activités sportives par sa technicité, le lieu ouvert de la pratique, l'hétérogénéité des âges et profils des pratiquants. Le niveau de connaissance, l'éducation, le vécu, l'expérience professionnelle, un événement personnel ou professionnel sont autant de paramètres qui influent directement sur la performance de l'élève plongeur et son niveau de ressources cognitives disponibles. Il y a un impact négatif sur les capacités d'assimilation et la performance, bien sûr. De même, un individu qui ne connaît pas ses objectifs et ou qui ne se sent pas capable de les atteindre aura une faible motivation. Là aussi, il y a un impact négatif sur la mémorisation et la restitution des acquis. Parlons également de l'hétérogénéité du niveau des élèves. Quand vous avez plusieurs élèves, ils n'ont pas tous le même niveau et pourtant, bien souvent, on a un discours rodé, adapté au plus grand nombre et basé sur le manuel de formation technique. Malheureusement, le niveau de ressources cognitives d'un groupe n'est pas homogène et donc logiquement, vous avez des élèves qui assimilent très vite et qui auront un bon niveau de performance, mais vous avez aussi des élèves qui vont avoir du mal à suivre. La persistance de l'acquis sera directement liée à la qualité de l'assimilation. Là aussi, c'est une lapalissade, mais on le voit très bien dans les stages. Ensuite, on a des limites opérationnelles. Alors, pour aller vite, elles sont liées aux contraintes matérielles, temporelles, financières, les ressources humaines. C'est l'activité quasiment la plus encadrée qu'on connaisse avec le parachutisme. Donc, vous avez besoin de beaucoup de moniteurs pour former les élèves. Ce sont les contraintes. Elles imposent des limites à la répétition des actes d'enseignement. Elles sont autant de freins à un apprentissage adapté à chaque élève plongeur. De nombreux éléments interagissent lors de l'apprentissage d'un geste ou d'une technique de plongée. La personnalité, l'engagement et l'envie, le contexte, les différentes expériences de vie et particulièrement dans le domaine du sport, la personnalité du moniteur, les méthodes utilisées, la gestion d'un contexte hostile, l'eau,
sont autant de paramètres qui vont influer sur la qualité et la résilience de l'apprentissage face aux effets du temps. Là, on a parlé un petit peu des effets, du stress d'un élève, de ses ressources cognitives qui sont limitées. On comprend bien qu'il va falloir s'adapter aux élèves pour optimiser la performance et la qualité de la formation. Mais on va voir également que les effets du temps sont très importants sur les connaissances. Donc parlons des effets du temps sur les acquis. Donc, la résistance des acquis face au temps. Malheureusement, quelle que soit l'approche privilégiée, il apparaît que le temps a un effet délétère sur la restitution des gestes et des procédures qui n'ont pas été répétées régulièrement. On sait tous qu'un élève qui a passé le niveau 2 il y a un an, quand on le reprend pour former au niveau 3, lors des premières tentatives d'IPD par exemple, il a beaucoup de difficultés. Il restitue de manière moins performante qu'il ne le faisait un an plus tôt. Donc on voit bien qu'il y a une perte des acquis dans le temps. Une connaissance, lors de la formation, vous allez amener votre élève à son top de connaissances, de performance, et puis au fur et à mesure du temps qui passe, en absence de pratique, il va perdre ses acquis. Un exemple, pour un apprentissage de l'IPD, au niveau 2, on fait 8 à 10 séances de formation pour maîtriser la technique. Et le même plongeur qui arrive au niveau 3 a du mal à restituer ce qu'il savait faire au niveau 2. Donc c'est évidemment un effet du temps observable. Alors les ressources cognitives disponibles sont-elles un remède aux effets du temps? Donc pour exécuter une tâche, au fur et à mesure que le temps passe, le niveau de ressources engagées augmente. Conséquence, avec le temps qui passe, on a une modification des comportements. Très simplement, le niveau de ressources qui est nécessaire pour réaliser une action lorsque vous êtes dans la phase de formation, fin de formation, au fur et à mesure du temps qui passe, il va falloir de plus en plus de ressources pour réaliser la chose. Donc on voit qu'en fait, il restera de moins en moins de ressources pour gérer le contexte et donc le reste autour de l'action, autour de l'événement à gérer. Parce que les connaissances sont profondément enfouies au fond de la mémoire, en cas de survenue d'un événement stressant et consommateur de ressources cérébrales, il devient difficile de mettre en œuvre une procédure complexe. Alors, est-ce que les formations peuvent nous aider? Eh bien, oui, bien sûr. Lorsque vous prenez un élève qui passe son niveau 2, vous l'amenez à un certain niveau de compétence. Avec le temps qui passe, il perd en performance. Vous le formez au niveau 3, vous lui faites remonter le niveau de connaissance. Il va à nouveau perdre ses connaissances, et ainsi de suite, au niveau 4, etc. Donc oui, évidemment, un élève plongeur qui va passer ses niveaux 2, 3, 4 avec un an ou deux d'intervalle va forcément monter son niveau de compétence. Néanmoins, avec le temps qui passe, même après le niveau 4, il perdra la mémoire, la capacité de bien réagir face à un événement. Quel que soit le niveau atteint, l'absence de pratique viendra inexorablement diminuer la performance. Les situations réelles. Alors oui, les situations réelles peuvent nous aider à mémoriser des techniques. Voyons comment. Eh bien, alors je vais rapidement sur les effets des mnémostratégies et des taustratégies. Mais donc, lorsqu'un plongeur sort de sa formation, il a un niveau, le niveau diminue avec le temps, et là, il vit une situation réelle. Par exemple, il intervient sur un plongeur en difficulté. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que dans les heures qui suivent, les jours qui suivent, il va se remémorer cet événement qui est fortement imprimé dans sa mémoire en raison de la soudaineté de l'événement, la rareté de l'événement également. Et en fait, il va essayer de reconstruire la bonne réaction. Et quand on discute avec quelqu'un qui a rencontré une situation un jour, eh bien, plusieurs semaines après, il connaît la procédure à réaliser par cœur, parce qu'il a refait le film et il a essayé de corriger ses erreurs dans son inconscient. Ce travail a pour effet de faire remonter à la surface les apprentissages, la surface de la mémoire bien sûr, et accolés à la saillance de l'événement vécu, ces éléments de mémoire resteront dorénavant très présents. Chez le plongeur ayant vécu des situations réelles, les acquis deviennent beaucoup plus résistants au temps. Alors vous me direz, il faudrait créer des situations pour que les plongeurs mémorisent parfaitement les choses. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Alors ça se fait dans certains métiers, on crée des situations d'événements, mais malheureusement en plongée on ne peut pas le faire parce que on crame une plongée à chaque fois. Ou alors on pourrait le faire, mais ça serait très compliqué à mettre en place. Alors les conséquences de la qualité de l'apprentissage, alors là on va commencer à parler peut-être aussi du niveau des moniteurs. La qualité de l'enseignement a un effet sur le niveau atteint. Prenons le cas d'un même élève qui serait formé par un moniteur
numéro 1 ou un moniteur numéro 2. Les deux moniteurs amènent leur élève au niveau des compétences requises. Vous avez le niveau requis de connaissance ici, et donc l'élève atteint bien ce niveau requis. Pour autant, vous avez un moniteur qui a été beaucoup plus loin dans les techniques, dans la méthode, dans la pédagogie mise en œuvre pour apprendre à son élève. Et bien cet élève-là aura une connaissance beaucoup bien meilleure et plus durable face aux effets du temps que celui qui aura été avec le moniteur 1. Donc on démontre assez facilement que les qualités de la formation, le travail du moniteur ont un effet sur les connaissances d'un élève, d'un plongeur, à distance de sa formation. Voilà. Lorsqu'un élève réalise un geste par mimétisme ou par répétition, il peut atteindre le niveau de performance requis. Par exemple, cet élève-là qui a fait uniquement de la répétition, etc. pour apprendre, et ça ne lui permet pas d'inscrire son savoir dans la durée. Par contre, un autre élève qui a utilisé plein de méthodes pour la formation va avoir des acquis bien meilleurs. On en arrive aux outils mis à la disposition du moniteur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a certains outils que vous utilisez déjà, que vous mettez en œuvre dans vos formations, d'autres qui sont peut-être un petit peu plus nouveaux pour vous, et je vous invite à les découvrir et puis peut-être à les mettre en jeu, alors soit aujourd'hui au travers de quelques exercices que Vincent va vous mettre en place, mais aussi avec vos élèves. N'hésitez pas à tester ces techniques. Certaines ont des effets assez intéressants, assez impressionnants même pour certains apprentissages. Alors la motivation par le goal setting, donc la définition des objectifs, bien sûr, ça a un impact considérable dans le domaine de la motivation au travail. Donc ça a été mis en évidence par des travaux du docteur Locke, un américain qui a beaucoup travaillé là-dessus, et qui est utilisé énormément dans le monde du sport maintenant. Donc on parle des valences positives ou valences négatives. En fait, pour que la valence soit positive, il faut que les satisfactions retirées aient une réelle valeur aux yeux de la personne. Concrètement, pour la plongée, il faut qu'il fasse une formation avec des objectifs positifs, des objectifs intéressants pour lui. Après avoir fait le point avec l'élève sur ses motivations profondes, chaque fois que nécessaire, le moniteur pourra mettre en perspective les aspirations de l'intéressé, et réciproquement, le moniteur pourra mettre en exergue certains aspects de la formation qui correspondent le plus au leitmotiv de l'élève. Le second point apporté par ce docteur Locke dans ses travaux, c'est l'élève est-il capable d'atteindre ses objectifs? Se sent-il au niveau pour le faire? A-t-il le niveau d'estime quel est son niveau d'estime de soi? Alors, pour atteindre des objectifs difficiles, l'individu doit comprendre quels sont les comportements qui mèneront à l'objectif. Et il doit se sentir compétent pour accomplir ces comportements. Concrètement, en plongée, dès le début de la formation, il faut que vos élèves aient le sentiment d'être en mesure de réussir. Il ne faut pas qu'ils voient la formation comme une difficulté insurmontable ou comme avec un examen qu'ils ne réussiront jamais. Il faut essayer de leur dire non, au contraire. Là, vous vous engagez dans une voie qui est tout à fait à votre portée et on va tout faire pour vous démontrer, vous expliquer comment y parvenir. Mettre l'élève en confiance et le conforter dans ses capacités à atteindre un objectif doit demeurer une des priorités du moniteur. Ensuite, on a l'assimilation de la théorie. Alors ça aussi, c'est de la palissade, mais combien de fois j'ai vu des élèves qui partaient dans l'eau sans savoir comment ils allaient pouvoir appliquer une technique, par exemple. Donc l'élève, on doit se poser la question, l'élève a-t-il bien mémorisé la séquence? Le moniteur doit s'en assurer. Si c'est des séquences trop complexes pour qu'il les mémorise toutes pour aller dans l'eau, eh bien il faut lui montrer peut-être une tablette ou quelque chose à laquelle il va pouvoir se référer, et il faut qu'il ait bien compris chaque technique qu'il va devoir mettre en œuvre. En faisant ça, en plus, on renforce la capacité de l'élève à mémoriser. Il utilise sa mémoire à long terme, ce qui va renforcer la durabilité de la connaissance. Un élève qui a bien assimilé atteindra plus vite les comportements automatisés et ses acquis seront plus durables. Ensuite, la technique qu'on connaît tous, c'est la technique de la répétition. Alors c'est bien, ça a des effets positifs, c'est la méthode du drill. Elle est facile à mettre en œuvre, on fait répéter plusieurs fois. Ça fait diminuer progressivement le niveau des ressources mises en jeu, mais avec le seul processus de la répétition, un élève peut tout à fait réussir sans que l'information soit bien comprise. L'acquis sera alors peu résistant face au temps. Si l'élève se contente de mimer, de répéter, sans avoir bien compris les mécanismes, au bout de quelques temps, il ne saura plus les réaliser, c'est sûr.
Ensuite, abordons la méthode de la décomposition de la séquence. Donc ça aussi, vous le pratiquez certainement dans certains domaines. Prenons l'exemple de l'IPD. On va commencer par apprendre la stabilisation solo, puis les vitesses de remontée, puis la stabilisation du couple assistant-assisté, puis le décollage, la gestion, etc. avant de faire réaliser la procédure complète de A à Z. Donc on voit bien qu'on décompose par étapes la technique à apprendre. Mais l'imprégnation de la mémoire est de bon niveau si et seulement si l'élève a parfaitement compris le bien fondé de chaque action. En fait, il faut qu'au sein de chaque technique abordée, il faut que votre élève ait bien compris pourquoi et comment il utilisait peut-être une commande, des éléments d'appréciation de la vitesse, qu'ils soient liés à l'environnement, qu'ils soient liés aux petites bulles, qu'ils soient liés à l'utilisation de l'ordinateur. Il faut qu'il ait bien compris les mécanismes. Ensuite, on peut multiplier les moyens de présenter un exercice. Là aussi, c'est intéressant de voir que certains élèves sont plus réceptifs à telle ou telle méthode de présentation d'un exercice. Par exemple, on a l'explication orale, l'utilisation des tables ou de fiches, l'utilisation d'un tableau à renseigner en live et en mettant en évidence les conseils. On peut aussi avoir la démonstration du moniteur dans certains cas, la présentation d'un exercice en vidéo. Donc Vincent vous montrera tout à l'heure une vidéo avec une présentation qui fonctionne bien. L'observation d'exercices en duo également, hein, ça peut être intéressant. Utiliser plusieurs moyens pour présenter un exercice permet d'augmenter sensiblement le niveau d'assimilation de l'élève. De plus, la diversité pédagogique pallie en partie l'hétérogénéité de niveau de perception des apprenants. La richesse des moyens utilisés accélère le processus de mémorisation, ce qui permettra aux plongeurs de dégager des ressources cognitives pour mettre en œuvre et gérer le contexte. Plus vous multiplierez les méthodes de présentation d'un exercice, plus l'ensemble de vos élèves aura bien compris, aura bien mémorisé, et moins ils auront besoin de ressources cognitives pour réaliser l'exercice dans l'eau. La simulation, alors ça c'est marrant parce que c'est un sujet, c'est une technique qui est utilisée pour des choses très basiques, comme le visage de masque par exemple, hein. Tout le monde va faire le geste et va faire réaliser le geste à l'élève. Et par contre, pour des techniques plus complexes, c'est moins utilisé. Alors les avantages de la simulation sont plus à démontrer, hein. Ils sont très nombreux, l'absence de risque bien sûr, la possibilité de multiplier les répétitions, d'isoler et de mettre en relief les points clés, possibilité d'interrompre la restitution à tout moment pour remédier aux erreurs, diminution des coûts, oui, gain de temps, et réalisation d'exercices difficiles à mettre en œuvre en situation réelle, et la liste n'est pas exhaustive. La simulation est largement utilisée pour l'apprentissage de gestes de base, que je vous disais tout à l'heure. Par contre, elle l'est moins pour des méthodes complexes comme l'IPD, la DTMR, etc. Et pourtant, la simulation sur ces méthodes complexes a des effets, hein, des résultats très intéressants. Un élève qui est capable de réaliser la séquence complète au sec, de manière fluide, sans temps de réflexion, va dégager des ressources cognitives pour l'analyse et le dosage lors de la restitution dans l'eau. De plus, une meilleure assimilation de la séquence renforcera la mnémodynamique de l'acquis qui restera disponible plus longtemps. Donc ces acquis seront plus résistants face au temps. Une autre technique, la technique des démonstrations avec commentaires, sans commentaires. Donc pour la mémorisation, donc le moniteur peut utiliser des variations de vitesse de démonstration, commentées ou non. Donc on peut démontrer à cadence lente en expliquant chaque point de la procédure. D'accord ? Par exemple, j'arrive, je vois le geste ça va pas, je vais approcher pour prendre en charge mon élève en prenant un peu d'air dans les poumons pour stabiliser le couple assistant-assisté, puis je vais appuyer sur son direct système pour mettre un peu d'air dans le gilet. Donc là, je le fais à cadence très lente et commentée. On peut le faire ensuite à démonstration à cadence normale, soit c'est commenté, soit non commenté. Hein. J'arrive, prise en charge de mon assisté, avec un peu d'air dans les poumons, puis un peu d'air dans le gilet pour stabiliser le couple. Okay. Et enfin, la démonstration à cadence rapide, elle se fait sans rien dire. Donc là, cette fois, on réalise l'exercice sans rien dire, de manière assez rapide, pour montrer la fluidité. Et on peut faire exactement la même chose à l'élève. Donc l'élève peut restituer à vitesse lente en commentant ce qu'il fait, puis à vitesse un peu plus rapide, hein, vitesse normale, soit en commentant, soit sans commenter, puis en vitesse rapide. Ces variations sont très intéressantes pour la mémorisation. Elles fonctionnent bien dans le cadre de la simulation. Et ces suites de démonstration exercices renforcent la mémorisation et permettent au moniteur de vérifier la parfaite connaissance de la procédure.
Ça, c'est important parce qu'une fois que votre élève est capable de faire des restitutions de bonne qualité sans rien oublier, vous êtes sûr qu'il a bien mémorisé son exercice et dans l'eau, il va dégager des ressources disponibles pour faire le reste, c'est-à-dire l'observation, la prise en compte du milieu, le dosage qu'on ne peut pas réaliser en exercice au sec. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Le gain en matière de résistance des acquis est également significatif. Enfin, une dernière technique qui est très utilisée dans certains milieux, notamment dans l'aéronautique, c'est la répétition mentale. Et on l'utilise également de plus en plus dans les sports qui mettent en œuvre des techniques et des mouvements complexes. Alors c'est typiquement le cas en plongée. La répétition mentale est une technique qui consiste à répéter en état de détente un geste technique, un enchaînement de plusieurs mouvements ou actions, ou une activité dans sa totalité pour la produire correctement. Par exemple, on peut imaginer, assis dans un fauteuil, s'imaginer en train de réaliser une IPD dans l'eau. On reproduit mentalement, en mieux si nécessaire, un geste qu'on a effectué auparavant. Donc ça nécessite un minimum de connaissances sur l'habileté à développer. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette possibilité repose sur une propriété étonnante du cerveau. Quand on s'imagine en train de faire un mouvement, on active les mêmes zones cérébrales que celles liées au contrôle musculaire de cette action. Donc le simple fait, dans un fauteuil, de penser aux gestes qu'on ferait dans l'eau pour gérer une IPD par exemple, eh bien on va mettre en œuvre les mêmes parties du cerveau que celles qu'on mettra en œuvre en réalité dans l'eau. Deux techniques d'imagerie mentale sont utilisées, l'imagerie en perspective interne, vous réalisez l'exercice, l'imagerie en perspective externe, vous regardez de l'extérieur en train de réaliser l'exercice. Amusez-vous à le faire, c'est vraiment rigolo. Et ça marche très bien. C'est un formidable outil de réduction de la charge mentale lors de la réalisation d'une séquence complexe, notamment en environnement contraint. Ça peut être intéressant pour des gens qui manifestent un certain stress lors de la préparation d'un examen. Les gens qui ont la testite, eh bien, on peut leur amener à faire l'exercice en répétition mentale afin de diminuer le stress le jour de l'examen. Ça marche très très bien. Permettre de diminuer sensiblement le niveau de ressources cognitives nécessaires lors de la réalisation pratique, ce qui libère autant de ressources pour la gestion du contexte. Voilà, et ça renforce évidemment la résistance des acquis face au temps. Voilà, en conclusion, eh bien, deux challenges doivent animer le moniteur dans l'exercice de ses attributions. Optimiser l'efficacité des séances et donner aux acquis de l'élève la plus grande résistance possible face aux assauts du temps. Pour cela, le moniteur doit comprendre les rouages intellectuels de l'apprentissage, intégrer les effets du stress, et ensuite prendre en compte les effets du temps tout en évitant le biais du moniteur ancien. Alors le biais du moniteur ancien, c'est quoi? C'est un moniteur qui sait enseigner mais qui n'a pas réalisé depuis très longtemps et qui peut-être ne sait plus réaliser par lui-même. Et ben c'est plus du tout pareil parce qu'il ne mettra pas forcément le doigt sur les difficultés réelles de l'élève. La qualité d'un enseignement peut s'observer lors d'un examen de niveau sur un élève, mais aussi et surtout à distance de la formation. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment vont réagir des plongeurs 6 mois ou 1 an après leur formation sur des sujets qu'ils connaissaient bien à la fin de leur formation. Le moniteur pourra compléter son arsenal pédagogique, mettre en œuvre des outils permettant de mieux gérer les ressources cognitives de ses élèves, comme la ressource du goal setting, la motivation, les objectifs, la simulation qui marche très bien, les techniques de représentation mentale également qui ont des effets très très intéressants. L'optimisation de la formation passe par la richesse des moyens pédagogiques utilisés. Le moniteur expert en est convaincu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors je sais que c'est un peu long comme ça en vidéo. Je compte sur Vincent maintenant pour vous faire voir un petit peu des exemples de simulation au sec, peut-être aussi d'exercices ou de vidéos d'exercices avec commentaires, sans commentaires, qui peuvent être intéressants également dans des apprentissages. Et puis je vous invite, si vous voulez tester la chose, quand vous rentrez ce soir ou un autre jour, à jouer le jeu de la répétition mentale. Je vous assure que si vous êtes capable, assis dans votre fauteuil, de jouer le jeu avec les yeux fermés, la gestuelle d'une intervention sur un plongeur en difficulté, sans rien omettre, avec des gestes qui sont dosés, précis, en regardant votre plongeur, en agissant sur lui, et ben, vous allez voir, en jouant le jeu de la respiration, en jouant sur votre ventilation, avec le travail du poumon ballast, puis les actions sur les purges, récupérer la ventilation, retravailler sur le poumon ballast, etc. Vous allez voir, c'est assez incroyable
Ça permet vraiment de fluidifier la technique et pour les apprenants, c'est hyper intéressant. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Encore une fois, je vous souhaite une très bonne journée et profitez bien de tous ces bons moments de pédagogie dans la plongée. Allez, bye bye!